Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Hélène Gallienne. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, il dénonce la loi Rist. Anthony Mussard, maire de Loué, mais surtout infirmier anesthésiste au Bailleul, alerte sur l'encadrement des tarifs de l'intérim médical. On vous expliquera tout ça. On vous emmène aussi à la découverte de l'héliogravure, une pratique ancienne qui allie photographie et gravure, un art délicat, peu pratiqué, mais que certains tentent de perpétrer. Et puis on va philosopher ce soir. Oui, Yann Giraud est professeur de philosophie à Allonne. Il propose aussi en parallèle des cafés philo. Ça se passe une fois par mois, librairie Doucet au Mans. Mais Hélène, on ouvre ce journal avec une page santé. Le maire de Loué, Anthony Mussard, qui est également infirmier anesthésiste à l'hôpital du Bailleul, tire la sonnette d'alarme. Pour lui, l'application de la loi Rist au 1er avril 2023 pourrait entraîner une paralysie de l'hôpital public. En cause, l'encadrement des tarifs de l'intérim médical qui seront limités à 1170 bruts par jour. Sa crainte, voir les services fermés, faute d'intérimaires acceptant les nouveaux tarifs. Anthony Piton. C'est une mesure censée soulager les comptes des hôpitaux publics. À partir du 1er avril, les tarifs de l'intérim médical seront limités. 1170 € bruts par jour maximum. Une restriction qui fait figure d'épée de Damoclès en Sarthe, où les hôpitaux ont recours à des médecins intérimaires très bien payés depuis des années, pour maintenir l'accès aux soins malgré la pénurie de personnel. Pour le maire de Loué qui travaille comme infirmier anesthésiste au pôle santé Sarthe-et-Loire, ce sont des services entiers qui pourraient fermer. Sur l'effectif actuel, on peut être à plus de 50% de l'effectif qui est un effectif en intérim. Sur l'anesthésie, je parle bien. Et cette problématique fait que si on enlève 50% de notre capacité humaine, eh bien on enlève plus de 50% de notre activité. Et l'activité qui est importante, c'est l'activité de garde, mais pas que, puisqu'on a aussi des blocs programmés. Et donc c'est l'offre de soins aiguë et l'offre de soins programmée qui risque de disparaître et d'être très fortement affectée. La loi Rist pourrait donc devenir la goutte d'eau qui fait couler l'hôpital public sartois, avec un effet domino sur tout le système de santé. On prend l'hôpital du Mans qui a fermé des lits de chirurgie et qui a fermé 7 salles d'opération, c'est parce qu'ils n'ont plus de personnel. Et ça, c'était avant la loi Rist. Et donc quand vous avez un hôpital comme Le Mans, qui est le plus gros hôpital non universitaire de France, qui déprogramme un tiers de sa chirurgie, et qui va encore en déprogrammer, qui va peut-être fermer sa maternité et la déclasser en termes de maternité de haut risque à un niveau de risque moyen, eh bien c'est l'offre de soins qu'on dégrade et c'est notamment la capacité à avoir nos femmes sur nos territoires pour accoucher en sécurité. Et je ne vous parle pas du Bailleul qui risque de fermer tout court sa maternité et de devoir envoyer tout le monde soit vers Angers, soit vers Le Mans. Les médecins et les élus locaux sont mobilisés depuis plus d'1 an pour empêcher l'application de la loi Rist. La semaine dernière, c'est un collectif de chirurgiens du centre hospitalier du Mans qui dénonçait une fragilisation de l'hôpital. Un peu de délai Hélène pour le projet d'entrepôt géant à Trangé. Dans un communiqué envoyé ce jour par le président du Mans Métropole et le maire de Trangé, ces derniers ont annoncé entendre les interrogations et les préoccupations des riverains. Stéphane Le Foll et Jackie Marchand ont sollicité l'entreprise qui doit s'installer, Scanel Properties. Ils demandent des réponses sur chacun des points soulevés lors de la réunion publique qui s'est tenue fin février. Conséquence, le délai d'instruction du permis de construire est repoussé. Le Mans Métropole annonce par ailleurs vouloir acquérir 2 parcelles avec jardin et étang juste à côté du projet d'entrepôt comme demandé par les riverains. Et puis au volet social, on connaît la prochaine date de mobilisation contre la réforme des retraites. L'intersyndicale a annoncé ce mardi dans la soirée qu'elle appelait à 2 nouvelles journées de grève les 11 et 15 mars prochains. Côté transport, les services sont toujours perturbés suite à la grève reconductible. La CETRAM annonce adapter son offre de transport ce jeudi, mais aussi ce vendredi. 90% tout de même du service est assuré. Allez, on va parler philosophie à présent, Hélène, vous êtes d'accord ? C'est parti. Oui, vous avez avec 4 notre heures, invité Aurélien. ce soir, Yann Giraud, professeur de philosophie et organisateur de Café Philo à la librairie Doucet. On va en parler ce soir. Bonsoir Yann Giraud, merci bonsoir, d'être Hélène. avec nous. Vous donnez, Aurélien vient de le dire, une fois par mois à la librairie Doucet, vous organisez des cafés philo. C'est pas une nouveauté pour vous. Vous avez fait des International Café Philo, j'ai envie de dire. Vous avez voyagé partout, vous avez fait ça en Guinée ou encore en Indonésie, mais c'est la première fois que vous organisez ça en Sarthe. Exactement, on les a débutés cette année, au début de l'année civile, avec un sujet qui était d'actualité, c'est que peut-on se souhaiter ?
Et puis on a suivi avec l'amour. L'amour est-il plus important que tout? Puis le prochain, le 15 mars, dans une semaine maintenant. Donc a-t-on raison de se révolter? Ce sont des sujets qui sont choisis à chaque fois par les participants. Ce sont les participants, oui, qui, par exemple, là, la prochaine, ça va être le 15 mars, on va dire, vous allez parler c'est quoi déjà le thème du 15 mars? La révolte, voilà. Et en fait, ce sont les personnes qui ont participé à la précédente table lors de l'amour qui ont choisi le thème qui va être abordé ce mardi. Comment ça se passe pour vous? Vous préparez ça comment? Eh bien, je découvre le sujet. Souvent, ça ne correspond pas forcément à des sujets qu'on enseigne en terminale. Et puis, c'est aussi le principe du Café Philo, c'est de faire de la philo en dehors du lycée, en dehors de l'université, faire un exercice un peu non académique avec des adultes sur lesquels on n'a pas une autorité naturelle, puisque ce ne sont pas des élèves. Donc, c'est un peu différent. Donc, on choisit avec eux des sujets. Et voilà, et ça se passe une fois par mois. C'est un exercice qui est relativement simple. C'est quoi votre rôle pendant ces 2 heures? Alors, le rôle, c'est d'être modérateur. Donc, je les organise pas vraiment, en fait. Je les anime, je les encadre. J'assure la continuité des interventions. Je reviens au problème toutes les fois qu'il est oublié, puis ça arrive souvent. Et puis, on essaye ensemble de trouver une solution. En fait, les principes du Café Philo sont connus depuis longtemps, parce qu'ils ont débuté il y a à peu près 30 ans. C'était place de la Bastille. Et la règle, c'était, on reprenait la devise républicaine, c'est-à-dire liberté. Les gens viennent ici parce qu'ils veulent improviser un contenu qu'ils n'auraient pas été capables de produire eux-mêmes tout seuls. Donc à plusieurs, on va produire quelque chose qu'on n'aurait pas pu produire seul. Et puis les gens qui viennent au café, on ne regarde pas qui ils sont. En fait, on écoute ce qu'ils disent, on n'entend pas ce qu'ils sont. On n'a pas besoin de décliner son identité ou sa fonction. Jamais. Donc égalité entre nous par rapport à des sujets. Et puis fraternité, évidemment, vous aurez reconnu la devise républicaine. Parce qu'on essaye de développer une forme de bienveillance, une forme d'amitié entre les participants, puis ça se reconduit d'une séance à l'autre. Et on est assez heureux de voir finalement des discussions, des échanges où les gens ne s'entrigorgent pas. Ça fait plaisir. Je le disais, c'est un peu international pour vous, ces cafés philo, parce que vous avez lancé ça il y a plusieurs années, lorsque vous étiez en Guinée, c'est ça? Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer cette initiative? Pour moi, cela a débuté il y a assez longtemps. Je n'étais pas dans l'éducation nationale, mais aux affaires étrangères. Et ça a débuté exactement, alors pas en Guinée, mais au Rwanda, où l'ambassadeur de France au Rwanda, qui était Laurent Contigny, voulait mettre du lien entre les communautés françaises et rwandaises et qui partagent le goût de la controverse. Donc on a fait de la philosophie ensemble. Et le principe, c'était banaliser l'usage public de la parole, c'est-à-dire de la parole dans un espace public. Et au Rwanda, qui était une société qui est toujours une société assez traumatisée, la parole n'est jamais simple. Donc c'était une belle expérience. C'est le prof de philo qui encadre ça, c'est le philosophe. Mais qu'est-ce que ça apporte à vous, Yann Giraud? Comme vous le disiez, il faut que je les prépare. Donc, je viens comme les participants, en fait, avec l'idée de trouver des solutions. Alors, on prétend souvent que la philosophie multiplie les questions sans se soucier des résultats et des solutions, mais en fait, chacun a un ardent désir de trouver une vérité ensemble. Donc, moi, je suis animé du même désir. Je viens pour découvrir des choses que je ne serais pas capable de découvrir seul. Et justement, on va parler le 15 mars prochain de la révolte. C'est le thème de la prochaine rencontre que vous avez préparée. Ça commence à 17h30 et ça se passe à la librairie Doucet. Merci beaucoup, Yann Giraud, d'être venu. Aurélien, donc vous avez 4 heures pour répondre à cette question. Thèse, antithèse, synthèse, comme l'a rappelé Yann Giraud. C'est parfait. En coulisses. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau de la philosophie, direction l'héliogravure. Je ne connais pas, on va découvrir ça ce soir. Ça se passe à l'École supérieure d'art et de design du Mans. Elle accueille une exposition dédiée à ce procédé. C'est une fusion entre la gravure et la photographie qui a connu son apogée au début du XXe siècle avec le développement de cette dernière et puis les grands tirages industriels. Aujourd'hui, seulement une poignée d'artistes perpétuent cet art extrêmement délicat, comme a pu le constater Enzo Maubert. La technique est née au XIXe siècle, en même temps que la photographie. L'héliogravure est exposée à l'École des Beaux-Arts et du Design du Mans. Ce procédé, complexe, permet le transfert d'une image sur une plaque de cuivre grâce à une gélatine qui réagit à la lumière. On va mettre de l'aquatinte dessus, c'est une résine qui va faire des petits points, une trame en fait. Et ensuite, on va mettre tout ça dans des bains successifs d'acide. Et l'acide va venir mordre, piquer, selon la dureté de la gélatine, point à point,
l'image dans la matrice en métal. L'image est ensuite imprimée grâce à une presse. Il faut toujours penser le passage en pression comme un moulage en fait. On va demander à la pâte de papier d'aller chercher chaque petit point au creux de la matrice. Voilà. Historiquement, l'héliogravure permettait aux photographes d'associer images et textes dans ce qui étaient alors les premiers ouvrages illustrés. La vraie origine de l'héliogravure, c'est quand même de diffuser les photographies. Donc on est dans une technique qui permettait tout simplement d'insérer les images dans des ouvrages, dans des livres. Le procédé connaît un certain regain d'intérêt pour sa qualité et son esthétisme. Le photojournaliste Édouard Elias a par exemple édité ses clichés de la guerre au Donbass avec cette méthode. Il y a un mouvement comme ça de l'actualité qui fait que les images, on les voit puis on les oublie. Et il a eu envie en quelque sorte par l'héliogravure de les réinscrire un petit peu dans l'histoire de la photographie en allant chercher un procédé ancien et donc de redonner du corps et de l'épaisseur en fait à ces photographies, de leur permettre de traverser le temps. L'exposition regroupe une cinquantaine d'héliogravures de 10 artistes différents. Elle est visible gratuitement jusqu'au 25 mars. Allez, avant de se quitter, Hélène, un mot sur la prochaine édition du Printemps des Rillettes. Et justement, celle de 2023 se déroule du 18 au 26 mars. Alors cette année, on oublie le traditionnel record du plus long sandwich de rillettes. Alors non pas parce que les Mayennais nous ont piqué ce fameux record, mais parce que les organisateurs ont décidé de se lancer un nouveau défi. Ils vont réaliser la plus grande marmite. Au total, attention Aurélien, 12 porcs fermiers Label Rouge de la Sarthe seront cuisinés dans une marmite énorme. Vous vous en doutez, 5 mètres de diamètre. Au total, ils pourront réaliser 4000 pots de cette tradition sartoise. Autre objectif pour les membres de l'organisation, battre le record de fréquentation de l'an passé. Pour mémoire d'ailleurs, au plus long sandwich de rillettes, ils étaient 12 000 à être venus. On ira déguster cette marmite sartoise, ça sera dans le village des Rillettes au marché des Jacobins le dimanche 26 mars en conclusion de ce bel événement dont nous sommes partenaires. Merci beaucoup Hélène, une page de pub la météo et on va être avec l'ami Armel Labbé pour plein de découvertes antiquaires. D'antiquités insolites, c'est Merci, ça que vous voulez dire? Merci de m'aider. A tout de suite, vous ne bougez pas.